Bienvenue à tous pour une nouvelle édition de Gen X. On est très content de vous retrouver. Vous allez voir qu'on a un petit peu fait évoluer le format, mais vous allez vous y retrouver, vous verrez. Et je vais bien évidemment commencer cette année par faire une sorte de constat. J'avais envie de vous lâcher ce que j'avais en tête et ce que j'avais dans mon cabestrom, comme on dit chez nous. Et je sais pas vous, mais je fais une overdose de leur délire d'une manière massive et assez inégalée, je veux dire. Le délire ambiant me fatigue, me tend et d'une manière générale me pousse à souhaiter une apocalypse nette, claire et définitive afin que tout ce délire s'arrête. Le seul truc positif de ces dernières semaines, c'est la démission de Jacinda Ardern, la première ministre de Nouvelle-Zélande, qui, selon ses propres termes, n'a plus ce qu'il faut pour continuer. Elle a dit, je cite, I know what this job takes and I know that I have not enough in the tank to do it justice. It is simple as this. En gros, elle a plus la moelle, ma mère. Elle en peut plus. C'est étonnant, vu toute la merde qu'elle a foutue en Nouvelle-Zélande. Il serait de bon ton que, d'ailleurs, Trudeau et Macron, et pendant, en prennent de la graine et dégagent du paysage car ils nous polluent la vie d'une manière générale et en particulier aussi. Alors, on commence bien cette année, l'hiver n'est pas terrible en France, mais aux États-Unis, ils ont pris grave, cher, le réchauffement climatique a dû prendre du retard chez eux, on envoie des Leclerc en Ukraine, ou pas, les Américains recyclent leurs Bradley en fin de vie, ils vont généreusement les envoyer chez les Ukrainiens, mais bien sûr, personne ne se pose la question de qui va les conduire, hein, ça c'est pas le sujet. Certains canards titrent même la défaite des Russes et vont même jusqu'à prédire l'effondrement de la Russie, hein, faut oser. Pendant ce temps-là, on commence gentiment à crever la dalle en France et le gouvernement français d'occupation continue à vouloir réformer les retraites parce qu'il faut bien faire avancer l'agenda européen. Après les compteurs Linky, on pose des vannes sur les réseaux d'eau potable dans les communes, tranquillement, dans le feutré. Donc, la mise en place du rationnement de l'eau et de l'énergie va pouvoir se dérouler dans l'indifférence générale, car le fait préfère s'occuper du suicide assisté d'une gamine en mal d'attention ou encore de matchs de foot joués par des milliardaires abreuvés de coquets de pute, organisés par des multimilliardaires abrutis de coquets de pute. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Tant que vous ne mégenrez pas les femmes transgenres, certains doivent se dire que elles ou eux ou je sais pas qui, ils belle la farce, mais il manque des trucs au menu, ou alors il y en a trop. Bref, c'est le boxon. Croyez-moi, mes amis, c'est pas prêt de s'arranger puisque les générations futures sont branchées sur TikTok. Alors, on va aborder 3 sujets en 3 fois. Nous allons commencer par mon cher Castellan. Salut Castellan, tu vas bien? Bonsoir colonel, bonsoir Tonio, bonsoir à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices, notamment un petit bonjour à Dame Frénégonde qui, je sais, nous écoute tout le temps. Tout à fait. Tonio, tu vas bien? Oui. Bonjour colonel, bonjour Castellan et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Ouais. Et à ceux qui ne nous écoutent pas mais qui veulent nous écouter. Ouais, ceux qui nous écoutent pas, on leur dit bonjour aussi, mais ils sauront jamais qu'on leur a dit bonjour. C'est quand même con. J'espère que les fêtes sont bien déroulées pour vous et que ce début d'année est malgré tout à titre personnel un petit peu moins sombre que l'ambiance générale. Alors mon cher Castellan, j'ai envie de te dire feu. Je vais te dire pourquoi tu es là. Commande le passé, commande... Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. Commande le présent, commande le passé. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Qu'est-ce que le premier catéchisme? Sais-tu exactement de quoi je parle? Tu honoreras le consommateur. De la matrice. Eh bien, comme vous le savez tous les deux, ainsi que je pense nos auditeurs les plus avertis, donc comme je le disais tantôt, depuis le 3 décembre donc de l'année dernière, des documents internes à l'ancienne direction de Twitter et autres depuis le rachat de Twitter par Elon Musk sont sortis. Ce qui en fait n'a pas changé grand-chose puisqu'au final, comme d'habitude, on dit souvent que les conspis ou les, comme on appelle ça, les conspirationnistes, c'est des gens qui ont raison un peu plus tôt et maintenant on a les preuves sur un certain nombre de sujets. Donc pour ce qui est des Twitter Files, on a des preuves sur le narratif Covid américain, mais on peut transposer à peu de choses près à l'égal, à l'équivalent chez nous, ou en tout cas en Europe de l'Ouest. Oui. Quand tu dis narratif Covid,
pas préciser un peu plus tard, ou là tu fais juste une exposition des faits, ou est-ce que tu peux peut-être éclaircir un peu plus pour le public ce que t'entends par narratif Covid? En gros, tout ce qui a été concernant les confinements, la politique vaccinale, etc. Et alors qu'en fait, on a des preuves. D'une part, il y avait des choses qu'on savait déjà, hein, notamment le fait que le vaccin ne protégeait pas de la maladie, mais là, on a vraiment des collusions avec Twitter et des entreprises comme Pfizer et tout ça qui font pression sur l'ancienne équipe de Twitter pour que tel narratif, c'est-à-dire le fait que le vaccin c'est bien, etc., alors que là-bas, comme ici chez nous, là-bas ils avaient les docteurs Bhattacharya et Malone qui disaient la même chose que Perron ou Raoult chez nous, en gros que en fait l'immunité on va dire naturelle allait faire beaucoup plus de ses preuves, etc. Il y avait aussi des histoires avec d'autres comment dire traitements en fait qui étaient beaucoup moins invasifs que ne l'est un vaccin, d'autant que c'est un vaccin qui a été fait quand même très vite. Oui. Sachant qu'un vaccin normalement c'est quand même des années pour bien voir s'il n'y a pas les effets secondaires, les effets négatifs. Oui, mais d'autant qu'il y a quand même oui. Comme disait je sais plus quel médecin de plateau, mais en cumul avec tous les gens qui sont vaccinés, on a plusieurs milliards d'années de recul. Oui, c'est-à-dire que tu vois, c'est comme dirait, pour paraphraser avec un peu d'humour, Einstein, voilà, le temps est très relatif, tu vois, il faut 5 minutes pour aller de chez soi au bistrot et 1h30 pour rentrer du bistrot. Bon, voilà, là c'est pareil. Ouais, ça marche en kilomètres aussi. Voilà, c'est relatif. C'est ce qu'on appelle, c'est une preuve du temps quantique, comme on dit. Je te laisse continuer. Et donc aussi, il y a eu tout un sujet, mais là qui est plus propre aux États-Unis sur tout ce qui s'est passé autour du 6 janvier 2020. Hein. Et ouais. donc la fameuse attaque qui au final s'est révélée au vu des éléments qui sont sortis chez Twitter et ailleurs. En fait, que ça a été un coup monté, même si en plus il y a eu des blessés, il y a eu des gens qui ont été incarcérés pour ça, alors qu'en fait ils n'ont pas vraiment reçu de jugement. Il y a une dame qui est morte, tout à fait. Il y a une victime. C'était un vétéran en plus. Enfin, c'est pas. Elle était officier ou sous-officier dans l'US Air Force et elle l'a été pendant 14 ans. Enfin, enfin voilà, c'était pas non plus Josiane la rigolote quoi. Et donc on salue Josiane. Voilà. Et on a aussi donc la collusion, hein, comme je disais, entre l'État profond américain et la big tech. Mais pour revenir un peu à l'origine d'Internet, Internet, comme vous le savez tous les deux, c'est un système de communication développé par la DARPA, donc la division de développement et recherche de l'armée américaine. Et en fait, c'est un système qui après a été mis à la disposition de tout un chacun et puis qui s'est développé dans les années 80 et surtout 90. Et de manière tout à fait anodine, hein, n'est-ce pas? Il y a aucune volonté, oui et non. C'est-à-dire que la collusion, si tu veux, de la communauté du renseignement américain avec la big tech, c'est de naissance. Puis après, c'est le père qui suit ou la mère qui suit son gamin grandir, quoi. Voilà. Et donc on a la Silicon Valley, la fameuse vallée du silicium pour faire une traduction littérale, puisque le silicium sert à la fabrication des... Voilà. Non, pas du silicone, t'es gentil. Ils ont pas pris ça. Quoique tu me diras, ils aiment bien les femmes refaites, hein, pour certains. Bon. Non, ça c'est un peu aussi la vallée du silicone, quoi. C'est ça qui est c'est-à-dire que c'est pas très loin d'Hollywood en fait. C'est dans la même ville, hein. C'est voilà. L'un dans l'autre, en plus, c'est quand même des gens qui se côtoient, bon voilà. Continuez, moi je continue. Donc on a une multitude de startups ou pépinières d'entreprises qui ont poussé comme des champignons dans cette fameuse vallée qui se situe en Californie. Et il y a eu beaucoup d'investissements et d'investisseurs fort sérieux. Ouais. Et donc il y a eu l'explosion du marché de l'informatique et de toute la bulle Internet qui a explosé, je crois, dans les années 2000, si ma mémoire est bonne. Mmh. Et on voit bien que c'est des entreprises qui ont une marge extrêmement réduite
souvent des startups, c'est un truc assez récurrent. T'as 2 jeunes dans un garage qui montent une startup informatique, et au final, à un moment, t'as un investisseur qui la rachète. C'est ce qui s'est passé pour Facebook ou Twitter. C'est voilà, t'as quelqu'un qui rachète, et puis au final, les 2 jeunes gens, ils font de leur blé comme ça. C'est un peu ce qui s'est arrivé avec Elon Musk et la première mouture de PayPal. C'est comme ça qu'il a fait son premier milliard. Quand même préciser que ces jeunes gens qui sont souvent présentés comme des génies incroyables qui sortent de nulle part sont initialement ont de sérieuses connexions. Ah bah bien sûr, évidemment, ça serait pas drôle. Comme comment il s'appelle, Bill Gates qui est présenté comme étant une espèce de génie qui sort de nulle part, alors qu'en réalité maman était au board, voilà, au conseil d'administration d'IBM. Voilà. Donc voilà, si Jean Tartampion invente un truc au fin fond de son garage, il n'aura pas le même succès que tous ces mecs-là. Faut quand même préciser ça, et il en va de même pour comment s'appelle-t-il, l'homme en plastique là, qui a fait Facebook. Ah oui, Zuckerberg. Mais pour élaborer un peu sur ce que tu dis, c'est exactement comment dire, on voit très bien ces jeunes gens qui sortent d'universités prestigieuses. Donc j'ai envie de te dire que tu vas pas dans une université prestigieuse aux États-Unis si t'as pas un minimum d'introduction et forcément dessous derrière pour que la famille puisse payer les mauvaises langues. Oh non. Ah, ils font des prêts, ils font des prêts étudiants. Attends. Il y a des prêts étudiants, mais généralement dans les universités très prestigieuses à un certain niveau, c'est payé comptant. Hein. Il y a pas de prêts qui tiennent. Ils sont, on va dire. Je suis facétieux, vous l'aurez compris. Ah mais c'est bien. Il faut. Poursuivez. Et donc bah on voit bien que la CIA, le FBI, ils avaient le département de sécurité intérieure et tout ça, ils avaient des portes arrière dans Facebook, dans Twitter, etc. Des backdoors, c'est ça. Des backdoors. Les portes arrière. Les portes arrière, les portes de derrière. Les portes de derrière, la petite porte, tu sais, là, pour la backroom dans les boîtes Equivox. Et voilà. Et en fait, ce que les Twitter Files ont montré, c'est que il y avait une grosse pression pour pas mal de choses pendant un temps en fait seulement. L'ancienne direction de Twitter a résisté en partie sur certains trucs qui étaient vraiment trop gros. Ils ont fait non, mais là on va rien faire. Et après, notamment par exemple, quand je vais aborder l'histoire du 6 janvier, le 8, Trump est banni de Twitter. Bon. Et en fait, c'est des petites choses comme ça qui, mises bout à bout, font que un certain positionnement politique peut impliquer de la part de la communauté du renseignement américaine, en tout cas chez les Américains, mais pas que, mais beaucoup plus chez eux évidemment, que t'as une pression de la communauté des renseignements, du pouvoir démocrate qui est très en lien avec cette communauté des renseignements, les républicains aussi, mais différemment. Et en fait, des requêtes, t'en avais des démocrates, t'en avais des républicains, mais étant donné déjà la prise de position, j'ai envie de dire, globale de ces agents de la big tech, en fait, il y avait forcément un côté qui était plus écouté que l'autre, etc. Donc c'est bon. Maintenant, on a les preuves. Ils peuvent plus rien dire de plus. Je sais pas si tu souhaitais le préciser, mais la fameuse backdoor là, dont on parle, c'était carrément une interface inclus dans ça, Twitter, c'était dans exemple. Facebook. Dans Twitter, ça se passait différemment. Dans Facebook. Voilà, dans Facebook, il y avait vraiment une interface où en fait, tu avais des requêtes de la communauté du renseignement qui étaient directes. Et en fait, dans Twitter, ça allait bien plus vite puisque le numéro 3, enfin en tout cas le conseiller juridique de Twitter à l'époque, qui a été licencié depuis, c'était un ancien agent du FBI. En tout cas qui s'occupait de tout le pôle juridique du FBI, je sais plus, je crois que c'était à New York ou en Californie, je sais plus exactement. Ouais. Mais ça a pas trop d'importance quoi qu'il en soit. En fait, le type était un ancien du FBI. Et en fait, des personnages comme James Baker, donc c'est le nom du monsieur, chez Facebook, chez Twitter, chez TikTok, etc. Bien que TikTok ce soit plus chinois, mais ils ont quand même une filiale aux États-Unis. En fait, c'en est bourré. Mais, de toute façon, c'est depuis quasiment la création de Facebook, par exemple, on entendait régulièrement ce genre de bruit. Alors ça restait des espèces de légendes urbaines, etc. Oui, c'était des rumeurs, c'était de la conspi, c'était de la légende urbaine, en fait. C'est ça. Ce qui est affligeant, finalement,
en réalité, c'est d'une logique imparable que ce genre de médias soit complètement inféodé enseignement, puisque ça permet à la fois une collecte de données massive, mais bien sûr, quasi gratos. En plus, ça rapporte du pognon, donc c'est bon, c'est-à-dire que les gens qui s'occupent de ça gagnent du blé, collectent des données, et en plus de ça, ce sont de formidables canaux pour aller influencer les populations. Et tout à fait, c'est de la. Mais que ça étonne les gens. Moi, ça me laisse bouche bée. Mais en fait, je veux dire, par exemple, chez les Américains, en tout cas, tout le milieu libertarien et MAGA, ça les a pas étonnés, mais c'est l'ampleur de la chose. Tu sais, maintenant on a les preuves, on sait machin. Enfin, je veux dire, le fait que ce soit prouvé quelque part, tout le monde se dit bon, on sait aussi que c'est pareil chez Facebook, chez machin, chez etc., etc. Ça va même plus loin que ça, que la communauté du renseignement, parce que là, CIA, FBI, c'est beaucoup de la mayonnaise en interne. Mais par exemple, on sait aussi que le Pentagone a fait pression, en tout cas, s'est servi de Twitter pour de la guerre psychologique avec le CENTCOM, donc le commandement central de l'armée américaine, et notamment des opérations de guerre psychologique ciblées sur le Moyen-Orient, la Russie, la Chine. Tu te souviens, il y a quelque temps, on avait eu cette info en Iran sur des manifestations. Ouais. Eh bien, maintenant, on a la preuve, en tout cas qu'en partie, une partie de ces manifestations ont été des opérations de guerre psychologique américaine. Ah non, mais bon, on s'en doutait, bien sûr, on n'est pas naïf non plus. C'est-à-dire que personnellement, je veux pas me la raconter, mais je le savais déjà. C'est-à-dire qu'en fait, oui, on avait déjà des auteurs qui avaient écrit voilà, là-dessus, mais effectivement, le fait que ce soit rendu public, et je pense que le fait que ce soit rendu public, c'est pas anodin, bien sûr. On pourrait même se poser la question si ça aussi, ce n'est pas une opération. Alors oui, c'est effectivement des questions qui se posent justement dans les 10 milieux dont je parle, où en gros, je veux dire, la régularité, le fait qu'ils ne sortent pas tout d'un coup, le fait que ça sorte d'une semaine à l'autre. Alors oui, je veux dire, si on avait l'ensemble des communications de l'ancien Twitter, l'ancienne direction de Twitter, on en saurait 10 fois plus sur des sujets où on se dit par simple bon sens et par simple enchaînement logique, on tomberait à la même conclusion. C'est juste que là on aurait les preuves, etc. Et c'est la même chose pour l'histoire donc du narratif Covid, que il y a quand même des grosses critiques concernant les confinements, le port du masque obligatoire, la vaccination obligatoire, des docteurs comme le docteur Malone et le docteur Bhattacharya, qui, à l'instar de Perron et Raoult chez nous, ont été bannis de la place publique. Pourquoi ? Parce que pour le coup, Malone, c'était un biologiste, un virologue, et il a dit non mais votre virus, c'est bon, c'est pas non plus la peste, ça sert à rien ce que vous faites, etc. Et qu'est-ce qu'on découvre noir sur blanc et tout, que c'est des pompes de chez Pfizer, Moderna, AstraZeneca, qui ont dit à Twitter non mais bon écoutez. Lui, je l'aime pas. En plus, il dit des trucs, ça me fait des sous. Donc, écoutez, faites-le sauter. Et paf, au bout d'un certain temps, le gars, il saute. Oui, alors, ok. C'est magique. Je sais pas ce que t'en penses, Tonio, mais si on veut vraiment se faire les avocats de la partie adverse, monsieur, madame, tout le monde, machin, mais il va quand même y avoir des gens qui vont dire, mais quand même, le corona, il y a des gens qui sont morts. C'est quand même que en fait, on est quand même des gens sans cœur, on est des salauds de remettre en question tout ça et des irresponsables. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Dans tous les domaines scientifiques, c'est toujours pareil. T'as des domaines en particulier qui sont tabous. Il y a des sciences comme l'histoire, comme la science du réchauffement climatique. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Et à chaque fois, on fait taire certains scientifiques qui veulent s'approcher de la question. Et rien que par le fait qu'ils nient que ces messieurs sont des négationnistes, on leur muselle la bouche et ils n'ont pas le droit de rien dire. Et à ce moment-là, tu ne peux plus rien faire. Facile. C'est parce que c'est dans la tête des gens que telle chose est si évidente que rien que le fait de la remettre en question, c'est une pure folie. Mais cette évidence dont tu parles, est-ce qu'on peut enfin moi j'ai un peu une piste, mais pourquoi c'est évident dans la tête des gens ? Faut le dire à un moment donné. C'est parce que ça leur a été martelé depuis toujours.
Enfin, depuis que ça existe, quoi. Non, mais franchement, non, mais c'est vrai. C'est ça. Ils ont jamais entendu d'arguments adverses qui soient bien amenés. Et puis le jour où ils les entendent, enfin, ils n'osent même pas les écouter. Mais pour évoquer brièvement un auteur sulfureux, Maurice Bardèche, avec l'Empire du bien. Tout à fait, colonel, effectivement. C'est la dictature du bien, c'est-à-dire qu'en fait, depuis la fin de la Seconde Guerre, c'est toujours la même histoire. En fait, on est en train de dire aux gens, il faut être dans le camp du bien, et le camp du bien, il est défini d'une certaine manière. Déjà, le camp du bien émane toujours des médias mainstream. Voilà, il y a des médias officiels. Colonel, ce que tu viens de dire sur le camp du bien, ça me fait faire un parallèle, puisque comme nous autres royalistes, nous sommes assez les yeux sur l'histoire, et même, on va dire l'histoire un peu, entre guillemets, à la marge, même si ça veut pas dire grand-chose, c'est juste une autre façon de prendre l'histoire. À la marge vis-à-vis, justement, de ce courant principal qu'il faut absolument suivre et ne pas s'écarter. Mais le fameux camp du bien, qui grâce à des médias dominants, médias sociaux compris d'ailleurs, hein, on les compte dedans au final, c'est une autre façon de faire, mais c'est la technique est la même. C'est juste le support qui diffère. Bah moi, ça me rappelle, Staline aussi, c'était le camp du bien, et puis on avait la Pravda. Ouais. La fameuse. Donc pour des gens qui se veulent libéraux, je les trouve bien socialisants quand même. Ouais, alors ça, on peut rentrer aussi là-dedans. C'est-à-dire que ce qui est assez flagrant dans ce que tu nous as évoqué précédemment, c'est que effectivement, les gens de Twitter étaient largement pilotés par les démocrates, c'est-à-dire le camp du bien, l'équivalent à gros traits de nos socialistes ou de nos gauchistes, parce que on peut pas dire vraiment que les gens de gauche aujourd'hui soient la gauche socialiste des années 80. Une petite précision, ils n'étaient pas pilotés comme on peut l'entendre. C'est-à-dire qu'ils étaient pilotés par incointance idéologique. Comme ils partageaient pour la plupart l'idéologie de ces gens-là, mais il n'y avait pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le DNC, donc le Comité National Démocrate, qui allait voir Twitter et tout ça. Ouais. Alors sur certains trucs éventuellement, mais ils sont quand même fait un peu rembarrer quand même le DNC. Oui. Mais je sais pas si tu te souviens de Project Veritas, les caméras cachées où les employés de Facebook expliquaient qu'ils étaient tous démocrates et qu'ils étaient anti-Trump. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Il y a une sorte de, je sais pas comment dire, de contagion vertueuse, de connivence. Mais quand on sait que, par exemple, dans la Silicon Valley, des gens comme Bezos ou Zuckerberg sont quand même des gros contributeurs du DNC, donc encore une fois, le comité démocrate. Je veux dire, après, on a fait notre quadrature du cercle, pour ainsi dire. Et en fait, on remarque, ça c'est quand même assez fort, ça m'a toujours un petit peu taquiné, comme dire. Mais pas le goujon. Pas le goujon. Pour pas utiliser un autre terme. Mais ça m'a toujours troué le cul, voilà, faut le dire à un moment donné. C'est que d'un côté, on a le camp du bien, alors c'est les socialos, machin, sont tous très très bien sous tout rapport, ces gens. Et de l'autre côté, les infâmes salauds de mecs de droite dégueulasses qui veulent juste la mort du prolétariat, c'est des salauds, ils en profitent, ils sont riches, machin. Et alors que, en réalité, si vraiment on essaye d'être un observateur un petit peu averti, on s'aperçoit que on a les mêmes raclures partout, et qu'il y a un étalement. Tu prends une tartine, et tu pars de la droite vers la gauche, et tu étales la merde, et une belle couche uniforme de 2 cm, c'est les mêmes. Donc quand même, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. En plus, et si tu veux, il se part de vertu, quoi. C'est ça qui est assez scandaleux, c'est que ces gens-là se partent de vertu, quoi. Mais on parlait des socialistes chez nous, au Canada, etc. Enfin, tous ces gens qui partagent globalement les mêmes valeurs, si tant est qu'on puisse appeler ça des valeurs. Mais admettons, on a eu il y a pas si longtemps, enfin ça se passe même en ce moment, notre cher Klaus qui disait qu'il était très fier d'avoir mis, grâce à son Young Leader, comment dire, l'équivalent en fait du Young Leader, comment dire, des bourses Young Leader de la French American Foundation. Bon, lui il a la même chose. Et en fait, il se target Young Global Leader. Exactement, Young Global Leader. Et il est pas étonnant de voir un type comme Trudeau en faire partie. Bon, est-ce que après c'est très étonnant les réflexes qu'il prend pour ses décisions politiques? Je ne crois pas. C'est ça. Non, c'est sûr.
Et ce qui est affligeant, en fait, c'est que tout ça, en fait, ça nous rebondit gentiment à la figure avec ces fameux gens de gauche Tout à fait. qui se parent de toutes les vertus, mais qui, en fait, sont ce que disait Staline, hein, ce sont des idiots utiles. Ah bah. Lui, il avait tout compris. Là, tu vas avoir, lui, il était très fort, hein. Il y a rien à dire. Et on va avoir donc tous ces espèces d'écolos, à la mort moelle-neu, qui se servent gentiment des réseaux sociaux, par exemple. Tout à fait. Mais qui là, en fait, tu t'es en train de leur expliquer que les réseaux sociaux, c'est la mort de la civilisation. C'est littéralement la mort de la civilisation. Alors, à l'origine, quand même, par exemple, le Twitter, puisque c'est là notre sujet, Ouais. Twitter avait quand même cette idée de servir d'agora. Et pendant un temps, ça l'a été. Mais très vite, la machine s'est emballée comment dire, de compromis en compromis. Ben, au final, on est tombé dans la compromission et c'est devenu Twitter avant que Musk y reprenne. Et là, il a quand même réinstauré des comptes qui ont été bannis pendant 5 ans, je crois. Par exemple, Carl Benjamin, qui est aussi connu sur Internet sous le pseudonyme de Sargon Fakkad. Ça faisait 5 ans en fait qu'il avait été banni. Et bon bah là il a été remis. Voilà. Bon maintenant il a son autre truc qui s'appelle les lotophages, Lotus Eaters, que je trouve un très bon hommage à Homer, à l'Odyssée d'Homère. Ce sont quand même des émissions de très bonne qualité, assez grinçantes. Hein. C'est de l'humour anglais. Hein, ouais, c'est dans la même veine que Sandler, mais en version britannique. C'est ça. Alors, chers amis, chers auditeurs, c'est le moment pour moi de vous rappeler de cliquer sur le pouce en l'air si vous avez aimé cette émission. N'oubliez pas de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Hein. On a un bouton en bas, vous connaissez l'exercice. Partagez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour bien être averti à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. Je vous rappelle aussi que nous avons mis en place les cercles de gentilshommes. Donc adressez-vous sur notre Discord, venez nous parler. Le soir, on est souvent en train de discuter entre nous. On est présent dans 17 régions de France et c'est l'occasion pour nous tous de nous réunir dans le réel. Et enfin, vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee parce que bien sûr, on a besoin de matériel pour créer des émissions de qualité avec des sons de qualité et éventuellement de l'image, tout ça. Nous avons tout un arsenal de réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous trouver. Le Colonel Vonnegut est sur Twitter et le Cercle Richelieu. On est aussi sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. Venez nous rejoindre dans le réel, ça nous fera très plaisir. Merci. Qu'est-ce que tu voudrais dire de plus? Oui, alors à moins que Tonio ait quelque chose à rajouter avant qu'on passe au 6 janvier, parce que ça aussi c'est un gros morceau. Simplement, oui, tu parlais que Twitter devenait une agora, c'était l'objectif d'une agora. On a bien vu ce que faisaient les agoras de plusieurs millions de personnes, hein, l'histoire. C'est jamais bien déroulé. Ah bah. Ça c'est intéressant ce que tu dis. Je sais pas si tu veux aussi évoquer peut-être la fameuse démocratie athénienne dont tous se gargarisent. Est-ce qu'on pourrait pas faire un petit rappel? La fameuse démocratie athénienne. Ah bah la démocratie athénienne où il y avait très peu d'électeurs puisque c'était que les propriétaires terriens, sachant que ne pouvaient être propriétaires terriens que des hommes. Fils de propriétaires terriens et qu'en fait les esclaves, les femmes et les étrangers ne votaient pas. Ah. On peut se poser la question là. La France, cette grande démocratie. Et je vais même aller pour plus modèle loin. La Grèce. Je vais même aller un peu plus loin, un peu plus proche de nous que la Grèce, à la fois temporellement et même parce que c'était quelqu'un de chez nous. Voltaire, le philosophe chez Voltaire, en gros, c'est l'équivalent. Enfin, en tout cas, ça a donné le technocrate, hein, c'est un simonisme, etc. C'est inspiré un peu de cette pensée voltairienne. Et au final, tout ce qui n'est pas un philosophe, c'est une sous-merde. Voilà. Donc en fait, ils n'ont pas le droit de voter. Ils doivent rester confinés. D'ailleurs, on voit aux États-Unis que, par exemple, en Californie, ils ont banni l'utilisation de véhicules à combustion et ils veulent mettre les véhicules électriques. Ça, c'est un truc qui m'avait fait mourir de rire parce que des États comme le Wyoming, ils ont fait l'inverse. Ils ont banni le véhicule électrique et ils sont en mode plein gaz. Donc en fait, le type qui va de Californie jusqu'à New York, ok, New York et en Californie, ils ont des bornes de recharge. Mais entre les deux, ça sera que des pompes à essence. Le gars, il sera bien marron. Hein. Il faut qu'il emmène sa gégène. Bah ouais. Y a que ça à faire. Ah bah. La gégène. La gégène, c'est bien. La gégène, c'est propre. C'est propre. C'est écolo la gégène. Ah bah, écoute,
Il y en a certains, ils s'en sont pas trop plaints. Bon. On est en train de monopoliser gentiment la parole. Mon pauvre petit Tonio, il va falloir que tu nous pousses des coudes un petit peu là, mon cher. Mais oui, non, mais vous avez raison, monsieur le colonel. Non, moi j'étais très attentif à ce que nous disait Castellan. Et, très bien. Je vais peut-être enchaîner donc, sur l'histoire du 6 janvier, si ça vous dit. Ah bah ouais, pourquoi pas. Donc, comme on le sait, hein, le 6 janvier 2020, donc ça se passait à Washington DC, donc la capitale des États-Unis. Donc c'était un peu après les élections de 2020 où Trump avait perdu, mais il faisait un meeting avec ses adhérents, ses partisans plutôt. Oui. Et en parallèle du meeting, enfin à la fois en parallèle et imbriqué dans le meeting, c'est une partie du meeting qui est partie vers le Capitole, où ils étaient pas très loin du Capitole, donc là où se trouve le Congrès américain, la Chambre des représentants et le Sénat. Et il y a eu une grosse invasion du Capitole. On a appelé ça les riots, donc les émeutes du 6 janvier. Il s'est passé plein de choses, dont certaines encore méritent, puisqu'en fait là, avec suite aux midterms, pour faire un peu de contexte. Donc, comme je vous l'avais dit l'autre fois, donc les républicains ont gagné la Chambre des représentants, mais à une courte majorité, ce qui fait qu'en fait les 20 républicains plutôt très patriotes, MAGA, etc., ont beaucoup plus de pouvoir. D'ailleurs, ça s'est vu puisque ils ont fait suer donc l'actuel porte-parole de la Chambre des Congrès, Kevin McCarthy, qui est du Parti républicain, mais qui est plutôt considéré comme un rhino, c'est-à-dire un républicain seulement de nom. C'est-à-dire qu'il est interchangeable avec un démocrate. C'est un peu la même chose chez nous avec l'UMPS. Eux, ils appellent ça la balle unipartie, mais l'UMPS, c'est le même système chez nous. Voilà. Et en fait, il y a 14 000 heures de vidéosurveillance qui, en tout cas, sont discutées à être publiées et sur ordre de la Chambre des représentants. Si ça passe, ça va être un truc de dingue. Oui. Et donc... le narratif va partir en couille. Voilà. On a donc ce fameux 6 janvier où donc il y a eu une invasion. Alors une partie des gens, en tout cas parce qu'en fait faut bien comprendre que le Capitole était intégralement entouré de gens. Faut le faire parce que c'est quand même un gros bâtiment. Et sur une partie du bâtiment, le service de sécurité a laissé passer les gens. Et sur l'autre partie du bâtiment, il y a eu rétention des gens, ce qui font qu'ils sont passés par les fenêtres, et c'est les fameuses images qu'on connaît tous. Ouais. C'est aussi un jour qui, pour beaucoup de gens, est un jour un peu tragique, puisque on a vu la mort par balle. Une des personnes présentes, je saurais trop dire qui, parce qu'il y a encore des présomptions d'innocence, mais on a vu la mort de Ashley Babbitt, donc qui était une femme de 35 ans qui a passé 14 ans à l'US Air Force. Le vétéran dont on parlait. Hein. 10 ans à l'US Air Force. Enfin, elle est restée assez longtemps à l'US Air Force. Elle était quand même, c'était pas n'importe qui. Et en fait, Twitter et la communauté des renseignements s'est servi de cet événement et de cette mort tragique d'ailleurs pour bannir Trump, mais ça faisait un moment en fait qu'ils cherchaient le prétexte pour le bannir de la plateforme. Ils l'ont eu sur un plateau d'argent. Alors il y a de plus en plus de faisceaux d'indices qui indiquent qu'en fait ces émeutes du 6 janvier ça a été un coup monté, un faux drapeau, oui. Puisque la personne qui a le premier dit allons tous au Capitole, c'était quelqu'un qui ne faisait pas partie spécialement des partisans MAGA, etc. Enfin, on commence à avoir une sorte d'environnement de cette personne-là. Oui, mais il y a des et au images. final, on trouve que c'est quelqu'un qui est très lié, alors de manière pas directement, mais en tout cas qui est lié très indirectement à la communauté du renseignement, etc. Et donc, il y a eu un coup monté et le 8 janvier, Trump a été sorti de Twitter et aussi ses partisans, enfin certains de ses partisans. Les plus connus. Il y a pas eu une vidéo qui est sortie, des types avec des espèces de hoodies noirs. Alors oui, c'était alors c'est hoodies noirs dans les médias dominants type CNN, MSNBC et CBS. C'était donc qui sont un peu l'équivalent de France Télé, TF1, M6, etc. C'était ils étaient dépeints comme étant en gros des dangereux terroristes d'extrême droite, limite Ku Klux Klan. Enfin, on avait la totale. Enfin, je veux dire, il en manquait plus que la fameuse croix des années 40, et c'était le pompon. Jambon, œuf, fromage. La complète, la crêpe complète, la galette complète, la bretonne complète classique. Et on découvre que non, c'était des Black Blocs. Mmh. Ah, c'est ça. Ouais. C'est ballot, hein. Ah.
Enfin bon, il y a rien de naturel dans cette histoire, quoi. En gros. Ah non, plus il y a de choses qui sortent, et plus en fait le contre-narratif, si tu veux, tu sais, c'est un peu cette histoire du rasoir d'Occam. C'est l'explication la plus simple qui est souvent la bonne explication. Et ben là, c'est pareil. D'accord. Et pour paraphraser Charles Gave, parce que c'est une expression qu'il utilise beaucoup. On voit que l'empire du mensonge gagne des batailles, mais qu'il n'est pas prêt tout à fait de gagner la guerre, parce qu'il y a quand même une réaction de la part des gens normaux. Enfin, en tout cas, de gens qui sont politiquement éveillés, qui finissent par transpirer chez Monsieur et Madame tout le monde, qui au final découvrent, bon bah oui, peut-être que c'était pas exactement comme on nous a dit, quoi. Mais est-ce que tu penses sincèrement que l'opinion publique américaine, elle ment? Bon, les dossiers sont sortis. Laquelle d'opinion publique américaine? Parce que d'un État à l'autre, c'est pas du tout la même. Je te dirais que le Californien de base ou le New Yorkais de base, non, c'est sûr. Ouais. Par contre, tout ce qu'il y a au milieu, qui est en mode bien redneck, bien tout ça, eux, de toute façon, ça fait belle lurette que beaucoup d'entre eux vont chercher leur information sur Internet, et ils sont beaucoup plus avertis à la fois politiquement et sur tous ces sujets que leurs compatriotes des deux côtes. Alors, c'est-à-dire que c'est compliqué ces jeux, parce qu'en termes de surface, de superficie, de terrain, bah en fait c'est les États rouges, donc républicains, très républicains même, qui sont gagnants. Mais en termes de population, bah on sait que les deux coins les plus peuplés des États-Unis, ben c'est New York et la Californie, enfin surtout la fameuse mégalopole qui va de San Diego à Los Angeles, voire même en passant par San Francisco et tout ça. C'est ce qu'on a vu lors des élections américaines. Tout à fait. Et en bleu, encore que les centres urbains, rouges, rural. Et c'est un peu pareil chez nous d'ailleurs. Mais ma question est, oui, et dans l'histoire ça se vérifie aussi. Enfin bref, voilà. Digression sur les. Mais ma question était est-ce que réellement le fait de sortir ces dossiers a un impact? Moi, c'est ça la question que je me pose. J'ai pas l'impression. Bah en fait, ça. Déjà, il y a pas de relais réellement médiatique. Oui. Alors effectivement, enfin, il y a quand même une grosse stratégie de l'édredon qui est faite par les médias dominants. Mais en fait, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe actuellement et qui prend de l'ampleur. C'est ce que les milieux conservateurs patriotes et libertariens patriotes appellent l'économie parallèle. Il y a des groupes médias comme Daily Wire ou je sais plus comment il s'appelle l'autre, c'est celui de chez qui Steven Crowder il était, qui sont des vrais groupes médias. Et t'as beaucoup de gens, par exemple, la chaîne la plus vue aux États-Unis, c'est Fox News. C'est pas CNN, c'est pas tout ça. CNN, ils sont dans la merde. Hein. C'est au niveau des vues, en tout cas des gens, etc. T'as des gens qui vont prendre exprès le câble, donc la télé payante, pour regarder Fox News, puisque c'est une chaîne câblée. Et la télé publique américaine, il y a de moins en moins de gens qui la regardent. Et ce qui est amusant dans ce que tu dis, c'est que on a eu une petite série d'articles en France sur Fox News et sur Murdoch. Non, le présentateur phare. Tucker Carlson. Tucker Carlson, pour dire qu'en fait Fox News est une chaîne complotiste et que Tucker Carlson c'est limite un espèce de facho débridé, quoi. Tu vois. Oui, mais ça peut fonctionner chez nous, mais ça fonctionne pas aux États-Unis, parce que pour qui regarde les émissions de Tucker Carlson, et toi et moi on le sait puisqu'on le regarde aussi un peu de temps en temps. Oui. Il dit rien de. Alors, je dis pas que il croit. Enfin, je dis pas que il influence pas ses interviews vers un côté ou un autre, et ce qui pourrait prouver que sur certains sujets, bon. Ah, il est clair. Si, il est clairement marqué à droite. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, évident. Quand on parle de conspi, etc., bon, des fois, il pose des questions, et en fait, quand on est un peu averti, on a le petit sourire en coin. Oui. Mais par contre, il est très factuel. Il ne va pas sortir des trucs de son chapeau comme Gérard Majax, et il est extrêmement factuel dans ce qu'il dit, qu'il utilise de la maïeutique, donc un peu à la manière de Socrate. Il pose des questions, par exemple, notamment quand il a des démocrates ou des gens qui font partie de l'élite dominante, il leur pose des questions. De l'establishment. Voilà, de l'establishment, il leur pose des questions, mais de manière en fait à ce que leurs réponses finissent par contredire leur postulat de base.
Et là-dessus, il est super fort. Et du coup, moi, ma réflexion était la suivante, c'est que les quelques articles ont été publiés dans le sens de attention, c'est pas une source d'information, c'est pas un vrai média mainstream, même si ça en a la couleur. Ce sont des complotistes, machin. Enfin, c'est quand même, c'est flagrant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, mais bien sûr. Mais en même temps, ils se prémunissent, quoi. C'est assez dramatique. En même temps, quand tu vois que que dans nos journaux à nous, en tout cas les canards, c'est quand même même pas que les canards, hein, c'est quand même l'AFP, donc l'agence France Presse, qui n'est pas non plus de toute sainteté. Laquelle agence France Presse a quelques problèmes de paresse, puisqu'elle prend ses nouvelles, surtout américaines ou du monde anglo-saxon, sur la société de presse, qui pareil n'est pas non plus une comment dire, voilà. Donc bon, c'est blanc bonnet blanc à ce niveau-là, quoi. Mais c'est pour ça que je sais pas, peut-être qu'on va aussi laisser la parole à Antonio après, mais je sais pas ce que vous en pensez. Mais l'impression que ça me donne, c'est que par exemple cette histoire de dossier Twitter comme ça, on reste dans le phénomène des chambres d'écho. Au Chamber, c'est en fait, on est entre nous en train de discuter de ce truc-là, mais il y a une sorte de barrière étanche entre cette espèce de milieu averti, on est tous en train de se renseigner, machin, et j'ai envie de dire le simp moyen, qui lui en fait déjà n'en a que foutre, et ne reçoit même pas ces infos là. Est-ce que je me trompe? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a vraiment une porosité entre les milieux un peu entre guillemets normaux et les gens un peu avertis? Tu penses vraiment que le fait de sortir les Twitter files, ça va d'un coup ouvrir les yeux à des gens? Bah, si on vient comme tout à l'heure pour dire que lorsque les gens un peu normaux n'écoutent pas la vérité qui est sous leurs yeux, qui est juste à leurs oreilles, je pense pas vraiment qu'ils soient convaincus même par quelque chose d'aussi flagrant que Twitter fait. Mais il faut tout de même essayer de les convertir, ces gens-là, parce que il y en a parmi le lot qui vont finir par ouvrir les yeux, et de plus en plus. Si les médias, comme toujours, finissent par nous dire des choses négatives, par suivre le chemin du Grand Orient, on peut pas compter sur eux. Et donc, faut compter sur la parole personnelle. Et la grande preuve, et je pense pas même que Musk aille très loin dans la vraie parole. Je pense qu'il sert d'abord des intérêts qui lui sont propres. Et quand ça ira trop loin, je pense qu'il retournera sa veste. Et c'est à ce moment-là qu'il faut que les gens déjà convaincus et arrivent à ne pas aller dans le chemin de Musk. Ne pas se fourvoyer, c'est ça? Oui, exactement. Je suis assez sceptique, je vous avoue. Après, c'est sûr que Musk, c'est pas non plus, je veux dire, un l'ange sauveur, hein. Voilà, lui, il a son regard braqué sur Mars, et en fait, tout ce qu'il fait participe de cet objectif final, hein. C'est voilà. Ouais. Et après, t'as même le fait que quand il a émis l'offre d'achat, à un moment, il a voulu se retirer. Et en fait, on lui a dit non, mais Coco, t'es bien gentil, maintenant t'achètes. Voilà. Et puis je veux dire, on a quand même, même s'il y a eu des comptes qui ont été réinstaurés comme Carl Benjamin, comme Trump, etc., on a quand même des gens comme Alex Jones qui ont jamais été réinstaurés pour un prétexte qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est un peu fallacieux. Alex Jones est allé trop loin avec le massacre. Oui, c'est ça. Mais il s'est excusé, Jones. Il s'est excusé de ça. Mais à mon sens, c'était une erreur. Ah oui, mais bon. Voilà. Excusez. En fait, je pense que le gars a tellement de pression psychologique. C'est un peu comme Dieudonné qui s'excuse. Oui. C'est pas de sens. Mais bref. Et moi, c'est pour ça que je suis assez cynique sur ça, et je pense que ça va peut-être nous faire une transition vers le sujet suivant. Je suis assez cynique parce que depuis le temps que j'ai le nez un peu dans ces trucs-là, ce dont je m'aperçois, c'est que vous avez quand même tout un tas de bouquins d'auteurs très sérieux, pas des gens farfelus, qui écrivent sur ces sujets depuis, pas de gentil, on va dire, depuis les années 70. Tous ces sujets, tout ce qu'on aborde est connu. Alors, bien sûr, on n'était pas à l'ère d'Internet
la diffusion de ces choses-là ne se faisait que par des livres, hein, principalement, ou des conférences que des gens donnaient. Et des gens, moi je pense à Allen, qui était un journaliste américain, mais enfin d'autres. Tous ces mecs-là, en fait, ont exposé ce dont on parle là, c'est archi connu pour les gens qui veulent le savoir. En fait, l'impression que j'ai, moi, c'est que, je vais être trivial, le bouquin moyen n'en a rien à cirer. C'est un peu ce que je vois dans, c'est pour ça que j'ai fait cette introduction, et c'est pour ça aussi que j'ai essayé de voir, de faire un retour en fin d'année, et puis début d'année, là, essayer de peu. On a beau sortir des choses, et puis il y a des gens, il y a même des gens qui sont pas de bord, hein, il y a tout un type qui sortent des infos, qui avertissent les gens, qui leur dit attention, en fait non, ça va vous faire rien, mais ça donne raison à Voltaire. C'est ça qui est assez terrible. Ah bah. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, je dirais qu'il y a deux échelles dans cette histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'échelle des gens avertis, des gens qui ont une certaine curiosité intellectuelle, mais en même temps, c'est une curiosité intellectuelle qu'on cultive depuis quand même très longtemps. Oui. Donc en fait, derrière, quand on le fait pas, nous, on a l'impression d'être contraint à quelque chose, on tourne en rond, enfin, le cigare qui tourne en rond, et il faut qu'on cherche un truc. Et en fait, t'as des gens, qui sont préoccupés beaucoup plus, et c'est légitime à leur niveau, par des choses comme les gosses, et tout ça. Alors je dis pas que par exemple toi t'as des gosses et ça t'empêche pas de faire les deux, mais qu'on passe cette curiosité que nous on a et qui sont très contents, limite comme tu l'as dit toi-même, qui n'en ont rien à faire, mais parce qu'en fait ça les intéresse pas. Mais je veux dire, ils vont pas forcément englober pour autant beaucoup plus. Enfin, moi je connais des gens qui n'ont rien à faire de tout ça, mais qui ne regardent pas non plus les infos, donc ils n'ont pas le narratif dominant non plus trop dans la gueule. Alors ils le subissent. Ah ouais. Ils subissent, vont subir ils vont subir inévitablement les obligations vaccinales, ils vont subir les trucs, tout ça. Mais c'est assez tragique, puisqu'en fait ils subissent tout ça, mais en même temps ils se disent mince, mais pourquoi ça nous arrive? Oui, mais en même temps vous auriez cherché un petit peu. C'est ça, c'est bien ça le sujet. Alors après, pour finir ce que je voulais dire, que Musk soit quelqu'un de bien ou quelqu'un de mauvais à la limite, là à ce niveau-là on s'en moque. Les choses sont sorties, ça a permis en fait de conforter ou de peut-être faire découvrir des informations à des gens, mais ce n'est que, à mon sens, 1% du merdier ambiant. Oui. C'est peanuts. Moi, en tout cas, mon point de vue est le suivant. L'exemple qu'on a avec aussi Twitter, c'est un exemple parmi un millier, parmi peut-être 100 000 dossiers qui mériteraient d'être exposés. À partir de la fin de la Seconde Guerre, en vrai, c'est même avant. Enfin, allez, on y va. À partir de la Révolution française jusqu'à aujourd'hui, le narratif qui est mis en place, maintenu, qui sert des intérêts précis, c'est comme ça. Que l'on le veuille ou non, vous avez des articles du 19e siècle qui expliquent comment, par exemple, c'est un exemple, comment les Rothschild avaient leur tête par-dessus l'épaule des rois et des empereurs et leur disaient quoi faire. Si vous vous donnez un peu la peine de chercher, vous trouverez cet article clair, net et précis. Les gens savaient. Certains savaient. La masse, en fait, comme aujourd'hui, n'en a rien à cirer, et est totalement victime en fait du système. À un moment donné, en fait, ça va jamais s'arrêter. Moi, je vois pas comment ça peut s'arrêter. Pour rebondir sur ce que tu dis, je vais juste citer le méchant en question, pour ainsi dire. Je l'appelle méchant par provocation. Mais laissez-moi gérer l'argent d'un pays et je me fiche de qui est à la tête du gouvernement. Voilà. Tonio, à toi, Tonio. Voudrais-tu conclure? Bien, si on pouvait conclure, et effectivement, ce serait en disant que de toute façon, les informations intéressantes, si elles sont pas publiées dans les gares, si t'as pas des affiches partout pour aux gens qu'effectivement, ce sont des personnes intelligentes et de bonne volonté qui montrent ça, tu feras pas grand-chose. Et comme ces informations restent scellées dans des mains milliardaires ou millionnaires, elle risque pas d'être ouverte au monde comme ça. Donc là, l'exemple qui semble contredire ce que je dis avec le Twitter File, je pense aussi qu'il faut s'en méfier de cette manière. Je pense que ça nous appâte, on voit quelque chose qui peut nous paraître formidable, qui peut nous faire espérer que ça va changer quelque chose de grandiose dans l'instance américaine. Après, on verra ce que l'histoire en retient, on verra dans 100 ans, enfin, on verra. Non, on verra pas, mais certains verront dans 100, 150 ans ce qu'on en a retenu. Si des historiens veulent bien se replonger dans les 14 000 heures de vidéo, je leur souhaite bon courage.
Mais je ne suis pas convaincu dès aujourd'hui que ça ira aussi loin qu'on peut l'espérer aujourd'hui. Très bien. Alors, qu'on va vous donner rendez-vous à la prochaine émission de Gen X. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Au revoir. Pour le sujet suivant, la semaine prochaine en l'occurrence, nous allons traiter du fameux changement climatique et de l'escroquerie générale. Et j'espère que vous avez apprécié cette discussion que nous avons eue autour des dossiers Twitter. N'oubliez surtout pas de mettre des commentaires, de poser des questions, etc. Comme ça, en fait, nous, on répondra un maximum à tous vos commentaires. On les lira tous. Ça nous permet de faire vivre l'émission, d'avoir du grain à moudre. Et donc, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci.